un t-shirt et deux palabres, nous on fait. Tu dois protéger tes ressortissants. On te voit à l'aéroport. Tu as bloqué les deux ponts. Beaucoup de chats derrière ce Gbagbo. Comme si Gbagbo il est français. Les États du vieux continent se réunissent à Berlin de novembre 1884 à février 1885 pour se partager l'Afrique. Les Européens, depuis cette ville d'Allemagne, s'attribuent la propriété des territoires du continent africain sans l'avis des habitants de ces territoires. Dès lors, se dégagent pour ces États européens des profits immenses au détriment des peuples du continent noir. On parle de colonisation, mais il s'agit plutôt d'une forme d'esclavage qui englobe et les personnes et les espaces. La révolte des Baoulés a été cruellement écrasée par les colons français. Les Baoulés étaient 1 500 000 en 1900, ils ne seront plus que 260 000 en 1911. Un véritable génocide. Nous sommes en 1922. Or, 2 ans auparavant, une école de médecine ouvrait ses portes à des étudiants africains. Une authentique vocation humanitaire anime alors le jeune Félix. Ses maîtres le disent assidu et studieux, mais il n'oublie pas ses révoltes contre toute injustice. Après 4 années d'études, major de sa promotion, il est nommé médecin auxiliaire de l'assistance indigène. Son destin dès lors se dessine, l'histoire va se souvenir de lui. La colonisation est, hélas, un fait humain. Et la grandeur du maître est de savoir à temps et définitivement libérer son esclave. 1945, la fin d'une guerre que l'on disait la dernière, l'espoir. Et pourtant le début d'une autre guerre, froide et souvent souterraine, qui n'a cessé de briser des vies en Afrique. Cela parce que certains maîtres continuent d'en faire leur chasse gardée, leur mine secrète, leur coffre-fort, lors même que le monde est en pleine évolution. Ont-ils bien compris la nécessité de cette attitude nouvelle dont parlait Roosevelt ? Aujourd'hui, il s'agit d'établir la paix, et la paix durable est incompatible avec le maintien d'un despotisme quel qu'il soit. La structure de la paix exige l'égalité des peuples. Comment y parvenir ? La solution est inévitable. Que les vainqueurs le veuillent ou non, toute politique visant à tirer d'un pays ses richesses naturelles sous forme de matières premières, sans rien donner à ce pays en échange, ne peut se concevoir aujourd'hui. Le 7 août 1960, il proclame la naissance de la République de Côte d'Ivoire. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un carré de 322 462 km² en Afrique occidentale, avec une large ouverture sur l'océan Atlantique par le golfe de Guinée au sud. Le pays a pour voisin à l'est le Ghana, au nord le Mali et le Burkina Faso, et à l'ouest la Guinée et le Libéria. La végétation va de la savane herbeuse à la forêt dense dans le sens nord-sud. On estime aujourd'hui la population de la Côte d'Ivoire à au moins 16 millions d'habitants. L'agriculture est très aisée dans ce pays au sol généreux. Ce pays est une terre d'espérance qui accueille tout le monde sans aucune distinction. La population étrangère de Côte d'Ivoire est estimée au taux record de 26%. Certes, à l'heure de l'indépendance, le pays ne manque pas de ressources. Avec ses forêts, ses millions de tonnes de café et de cacao, son autonomie énergétique. À la manière du patron d'une nouvelle entreprise, il s'agit maintenant pour Félix Houphouët-Boigny de stabiliser une économie résolument libérale, de moderniser les structures de l'État et de faire bondir la Côte d'Ivoire dans le XXe siècle. Grâce au canal Vridi qui permet à la lagune ébriée d'être reliée à la haute mer, le port d'Abidjan devient très vite une plaque tournante commerciale parmi les plus florissantes d'Afrique. Capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan est sans nul doute la plus belle ville de l'Afrique de l'Ouest et la somptueuse vitrine d'un continent qui entend se projeter dans l'avenir. Un Manhattan subtropical qui vibre d'énergie et de dynamisme. Le général de Gaulle ne s'était pas trompé en le dépeignant comme un cerveau politique de premier ordre, de plein pied avec toutes les questions qui concernent non seulement son pays, mais aussi l'Afrique et le monde entier.
Car si le président adore les plonger dans la foule ivoirienne, il n'en néglige pas pour autant le terrain diplomatique, fier d'être le porte-drapeau d'une nation respectée partout dans le monde. Mais surtout, en homme d'avenir, il comptait sur la jeunesse. On est responsable à tous les niveaux, et vous davantage que les autres. Mais la jeunesse aspire à la démocratie et avec Laurent Gbagbo, chef de l'opposition, ils lutteront pour qu'advienne le multipartisme. Sous la pression de la rue, Houphouët-Boigny accepte le multipartisme et fera appel à Alassane Ouattara, qu'il nommera Premier ministre en 1990. Alors qu'il était Premier ministre, Alassane Ouattara introduira en Côte d'Ivoire la carte de séjour, ce qui permit de faire entrer dans les caisses de l'État plusieurs milliards, mais exposera aux raquettes les 26% d'étrangers vivant sur le sol ivoirien. Certains des compatriotes justement du Grand Nord ont un projet séparatiste. Ils veulent créer la République du Nord. Et justement, ils sont en train de faire circuler un document volumineux qui s'appelle la Charte du Nord. Alors, je voulais savoir comment le Premier ministre s'est défini par rapport à ce projet. Et une question subsidiaire, dans la mesure où les auteurs de la charte disent que si leur frère Ouattara réussit la mission que le chef de l'État lui a confiée, pourquoi ce ne serait pas lui qui prétendrait à la succession du président Houphouët-Boigny? Alors, Alassane Ouattara est-il partant pour la succession du vieux? Monsieur le Premier ministre, avez-vous des ambitions de ce type? Ben, écoutez, la tâche est assez dure maintenant. Hein. Je crois que chaque chose en son temps. Ben, ceci étant, il faudrait que je précise à nouveau ce que j'ai dit à notre frère Lacoué. Je lui ai dit que il faut qu'il se mémorise sa géographie et son histoire. Que les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières antérieures de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire allait au-delà de Bobo-Dioulasso et que donc dans cette partie du nord, il y a beaucoup de familles qui ont fait le va-et-vient entre les deux parties, entre les deux pays. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odiéné, au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Ouangolodougou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas? C'est ça la réalité. L'Europe vient de nous donner l'exemple. Pourtant, ils sont plus nombreux que nous, ils sont plus forts que nous, ils sont plus riches que nous. Nous allons rester dans notre micro-nationalisme, et je dirais même micro-régionalisme. Donc, je ne sais pas s'il s'agit de la charte du Grand Nord, mais j'ai vu un document, je crois, en début d'année, concernant un soutien au gouverneur Ouattara pour le travail qu'il fait. Je ne sais pas si c'est ça que vous appelez la charte du Nord. Je n'ai pas vu une charte du Nord, mais enfin, de tout dans les projets séparatistes, je crois que ce n'est pas des projets sérieux. Personne n'y croit. Nous voyons d'ailleurs ce qui se passe dans les pays où l'idée de nation n'a pas été aussi renforcée et développée comme en Côte d'Ivoire par le président Houphouët-Boigny. Le président Houphouët dit à tout le monde que sa carrière politique a commencé où? À Korogo. Il se plaît à le dire, et c'est la réalité. Et ses premières campagnes électorales, c'était à Bamako, c'était à Bobo-Dioulasso, c'était à Ouagadougou, etc. Il se plaît à dire qu'il est du Ghana, d'origine. Mais c'est ça la Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny. À la mort de Félix Houphouët-Boigny, la guerre de succession fait rage. Bédier, craignant de se voir écarté du pouvoir par Alassane Ouattara, alors Premier ministre, ira, encadré de militaires en armes, se déclarer président de la République à la télévision. L'héritage qu'il nous a légué est immense. Notre tâche consiste à entretenir et à pérenniser sa mémoire,
à travers cet héritage. Il s'agit tout d'abord de l'idéal de paix qui résume sa philosophie politique. La paix est un comportement, aimait-il répéter, au point que les Ivoiriens vouent un véritable culte à la paix et en font une seconde religion. Félix Houphouët-Boigny rêvait d'une société libre et démocratique, où tous les hommes auraient des chances égales et vivraient en harmonie. Il voulait une Côte d'Ivoire moderne et modèle, des Ivoiriens égaux au peuple des pays avancés. Nous continuons le combat pour que ce rêve devienne réalité. Chers compatriotes, depuis 48 heures, j'étais dans la Côte d'Ivoire profonde et plus précisément dans mon village natal. Et c'est de là que les jeunes frères d'armes m'ont fait appel pour être d'abord leur porte-parole. Depuis hier, ils sont dans les rues, comme un peu en 1990. Ils ont présenté un certain nombre de doléances, parmi lesquelles il y a les points qui concernent la restauration de leur dignité, c'est-à-dire les équipements militaires, et les problèmes purement militaires. Mais il y a aussi des problèmes d'ordre national, en ce qui concerne certains détails politiques. Ils ont parlé de la libération immédiate sans condition des détenus politiques actuellement à la Moka. Tous ces problèmes, au nombre de 10 sensiblement, ont été présentés au président de la République ce matin, qui s'était fait entourer par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et un certain nombre de ses collaborateurs. En décembre 1999, des jeunes militaires mécontents de leur sort et du président Bédié réussiront sans faire de victimes le premier coup d'État de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils feront appel au général Gueye qui déposera en direct de la télévision ivoirienne le président Bédié en fuite. Voilà pourquoi, dès cet instant, ils sont venus me demander de vous dire, chers compatriotes, qu'à partir de cet instant, le président Henri Konan Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Pour la fraternité qui nous lie, nous acceptons que Bédié parte parce qu'il n'est pas sûr de lui. Il n'est pas sûr de lui. S'il fuit, un géant ne fuit pas. Un garçon, il reste en face, il répond aux questions. Mais s'il veut déjà partir par la fenêtre, lui, l'artisan des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais je ne voudrais pas on est qui que ce soit. Les Ivoiriens répondent nos problèmes suivant les règles habituelles. Il faut baigner. Certains commettaient des erreurs. Ils faisaient tout pour les pardonner. C'est un pays de tolérance. C'est pourquoi je vous dis à tout le peuple ivoirien, à vous tous, d'être tolérants. Laissons-le partir. Nous sommes venus pour balayer la maison. Une fois qu'on aura mis de l'ordre, et croyez-moi, je ne suis pas un ambitieux du pouvoir. Sinon, j'ai les mêmes aptitudes que mes frères d'armes de certains pays. Je l'aurais fait en 1993. Peut-être même avant, puisque le président Houphouët-Boigny me faisait l'honneur de me laisser le pays. Aux élections présidentielles d'octobre 2000, resteront en lice le général Gueye et Laurent Gbagbo. Deux candidats seront éliminés. Bédié pour cause de scandale financier et Ouattara pour cause de nationalité douteuse. Alassane Ouattara sera victime du concept d'ivoirité introduit en politique par Bédié.
Le parcours politique du président du FPI a commencé dans la clandestinité en 1982 en jetant les bases du Front populaire ivoirien avant de se rebeller au grand jour en 1988 par le congrès constitutif du FPI à son retour d'exil de France. Professeur d'histoire et de géographie en 1970 au lycée classique d'Abidjan, les idées de Laurent Gbagbo lui vaudront d'être arrêté et envoyé en camp militaire pendant 2 ans, de 1971 à 1973. À partir de 1974, il occupe les fonctions d'attaché et de chargé de recherche, et en 1979, il soutient sa thèse de doctorat de 3e cycle à l'université Paris 7. L'année d'après, il devient directeur de l'Institut d'Histoire. Les enfants de Côte d'Ivoire ne se laisseront pas faire. Aujourd'hui, nous avons lutté. Nous avons lutté. Nous avons lutté. Nous sommes comme les enfants de Dieu sortis d'Égypte qui ont marché 40 ans dans le désert. Nous arrivons aux vues de la terre promise. Mais tous ceux qui se dressent contre nous, nous allons les combattre. Je suis fier du chemin parcouru depuis que nous étions des bannis, que nous étions clandestins, pourchassés, emprisonnés, exilés. Aujourd'hui, nous sommes candidats, nous votons au grand jour, nous votons tranquillement. Les radios, les télévisions du monde entier se déplacent pour nous. C'est émouvant et ça fait quelque chose. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. Tout se passe dans la sérénité. Tout doit se passer dans la sérénité et dans la paix. Peuple de Côte d'Ivoire, grand peuple ivoirien, après 10 mois de transition, 24 décembre 1999, 24 octobre 2000, voici venue ton heure de gloire. Comme une seule femme, comme un seul homme, dans un grand élan de dignité et de solidarité, tu viens de me porter à la tête du pays. Avec détermination et un patriotisme exemplaire, tu as fait mâtir les oracles qui prédisaient le chaos pour ton pays à l'occasion du scrutin du dimanche dernier. Les résultats partiels communiqués par la Commission nationale électorale me donnaient une nette avance avec 59,3% des suffrages. Au même moment, nos décomptes parallèles, établis sur la base des procès-verbaux des bureaux de vote et sur un nombre plus important de circonscriptions électorales, indiquaient 62% des suffrages en ma faveur. Devant cette déroute électorale, qui constitue un désaveu cinglant de la part du peuple, le général Robert Gueye n'a eu d'autre solution que de faire suspendre les opérations de décompte de voix pour finalement dissoudre la Commission nationale électorale, malgré toutes les assurances que je lui ai données en vue d'une sortie honorable, pour lui-même, pour ses collaborateurs et pour sa famille. La Côte d'Ivoire ne pouvait accepter ce coup d'État électoral. C'est pourquoi je vous ai appelé à la résistance. Je vous remercie d'avoir répondu spontanément et massivement à mon appel. Par centaines de milliers, sur l'ensemble du territoire national, vous êtes descendus dans la rue pour faire prévaloir le droit sur la force. Je tiens à rendre particulièrement hommage à nos forces armées nationales et à la gendarmerie, qui ont décidé de soutenir la cause de la démocratie et de la République en s'engageant à nos côtés. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement
et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens. Le président Gbagbo recherche une véritable réconciliation entre les 4 protagonistes comme il l'aura promis lors de sa campagne. Organisera le forum de la réconciliation durant 4 mois en vain. Les tentatives de coup d'État seront déjouées jusqu'au 18 septembre 2002. La rencontre à Yamoussoukro est un signal fort et un processus qu'il faut encourager. Nul doute qu'il permettra de dégager des voies et moyens pour un retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. Les 4 leaders en sont conscients. Si le processus de négociation échoue, si la Côte d'Ivoire sombre dans un chaos qui ne dit pas son nom, misère, pauvreté, insécurité, laxisme, népotisme, favoritisme, ils en seront les premiers responsables. Et ils savent qu'ils doivent tout mettre en œuvre pour souder la fracture sociale, pour faire baisser la tension, cultiver et semer l'amour dans les cœurs et l'esprit de tous. Nos constats à Yamoussoukro, nos 4 leaders sont sur la bonne voie. Voyez-le vous-même, atmosphère détendue, rire aux éclats, poignées de main chaleureuses, accolades et baisers, photos de famille. En tout cas, les enjeux sont énormes. La paix sociale. Jeudi 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire se réveille dans la douleur et la désolation. Le camp de la gendarmerie nationale d'Agban, les écoles nationales de la gendarmerie et de la police, mais aussi les domiciles des personnalités militaires et politiques sont attaqués simultanément à l'arme lourde. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, maître Émile Bogadoudou, est assassiné. Celui de la Défense et de la Protection civile, Lida Kwasi, échappe de justesse à la mort. À Bouaké, deuxième ville du pays, à 400 km d'Abidjan, l'École nationale des forces d'armée et l'École nationale des sous-officiers d'active ainsi que d'autres structures de défense et de sécurité sont attaquées. Des officiers et des sous-officiers sont exécutés. Au total, 270 personnes militaires et civiles périssent dans l'attaque et 300 autres sont blessés. Nous découvrons que les zinzins et baoufoués, dits les fous et les sorciers en langue baoulée, soldats qui avaient été libérés à la fin de leur service militaire, sont entrés en rébellion suite au refus de leur revendication d'être engagés au sein de l'armée nationale. Ils serviront de prétexte au déclenchement du conflit. Les armes utilisées, inconnues dans l'arsenal de défense de l'armée de Côte d'Ivoire, l'identité des assaillants, tout indique qu'il s'agit bel et bien d'une opération savamment orchestrée et conduite par d'anciens officiers et sous-officiers qui ont déserté l'armée nationale de Côte d'Ivoire et qui se sont appuyés sur des mercenaires recrutés dans la sous-région pour déstabiliser la République. Tout se clarifie davantage quand au nombre des morts on relève la dépouille du général Robert Gueye tué dans les affrontements. Cette nuit-là, Marcelin Yassé, arrangeur et musicien de talent exceptionnel, sera abattu à la sortie du studio d'enregistrement, jetant la désolation dans la population et parmi les artistes qu'il appréciait particulièrement. Prévenu de la gravité des événements, le président Gbagbo écourte son séjour italien et rentre à Abidjan sous les bombardements. Le 29 septembre 2002, les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent à Accra, au Ghana. Tous reconnaissent le coup d'État et le condamnent et préconisent le règlement pacifique du conflit. Les assaillants contrôlent les villes de Bouaké et de Korogo. Le président Laurent Gbagbo est favorable à cette option à condition que les rebelles déposent les armes avant toute négociation. Des morts, Seigneur, des morts partout. Les maîtres du jeu, de leurs sur-refuges, de leurs exils dorés, attendaient le signal pour une récolte qu'ils avaient cru plus facile. Leurs affidés l'ont faite, à l'ombre des épées, dans le faste indécent de palais internationaux et nationaux rutilant de marbre et de dorure, et sans le moindre égard pour leurs victimes, réfugiés anonymes. On dit pudiquement
déplacés, parqués alentour de ses palais. Foule humiliée, brisée, qui continue d'attendre de quelques saintes femmes et de la charité publique une maigre ration quotidienne. Qui s'en soucie? Quelle conscience internationale affirmera le droit au retour sur ces terres envahies, dévastées, le droit à la restitution de ses biens volés, à cette foule pacifique et martyrisée des humbles? Qui reconnaîtra son indicible souffrance? La Côte d'Ivoire connaît la guerre. Mais cette guerre, nous l'avons entamée parce que nous voulions que nos populations vivent dans la liberté, la sérénité et la paix. Nous ne voulions pas que les Ivoiriens soient divisés, que les Ivoiriens soient catégorisés, qu'il y ait des Ivoiriens à 100% et qu'il y ait des Ivoiriens à demi%. Nalu bɛ MPC supporter, a ye taa supporter Zakaria kosɔn, a ye taa supporter IBE kosɔn, a ye b'a supporter mɔgɔ min kosɔn, a ye jɛ k'a lɔ o ye Alassane Dramane Ouattara ye. Mɔgɔ min ka marifa d'a ma, Nalu bɛ MPC supporter, a ye taa supporter Zakaria kosɔn, a ye taa supporter IBE kosɔn, a ye b'a supporter mɔgɔ min kosɔn, a ye jɛ k'a lɔ o ye Alassane Dramane Ouattara ye. Avec mes amis, à nouveau à Ouagadougou. Et on est extrêmement fiers, et voire même émus, d'être accueillis de cette façon par notre ami Chérif. On sait surprenant toutes les traditions et tout. Nous, on arrive dans un pays qui n'est pas le nôtre, et vous nous associez à tout ça, on se sent un petit peu ivoirien. Pour être au pouvoir, mes frères, j'ai un secret. Tu vas Marcoussi, ils vont te montrer un raccourci. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Retour chez nous, on s'en fout. Au départ, c'était une mutinerie, les zinzins et les baïfous est résolu, les revendications politiques résolues, mais ça n'a pas plu à la France qui nous a demandé de nous retrouver à Paris. À Paris, au lieu de traiter la question de l'agression de l'État de Côte d'Ivoire, on a réuni autour d'une table les partis politiques et mouvements rebelles et on leur a posé une question: comment est-ce que vous pouvez vous arranger pour accéder au pouvoir? Ce n'était pas notre problème, ça, en tant qu'État de Côte d'Ivoire. On a une constitution, on a un code électoral et ces textes sont clairs. Et là-bas, à Marcoussi, ils ont reconnu que ces textes étaient clairs. Mais puisque la question a été posée aux partis politiques et aux mouvements rebelles, bon, chacun a essayé de mettre dans le panier ce qui pouvait l'arranger. Certains ne voulaient plus de plafond d'âge, d'autres ne voulaient plus de plancher d'âge, d'autres avaient des problèmes de nationalité, d'autres des problèmes d'identité. Et tout cela dans un même document qui, à la pratique, n'a pas été utilisable. On n'a pas pu utiliser ce document parce que les négociateurs n'étaient pas les personnes indiquées. Ce que tu as fait ailleurs, ça a bien marché, mais ici, là, c'est chez nous. Rébellion, on s'en fout. État d'urgence, on a budget. Pour le tout chez nous, on s'en fout. Passer tout chez nous, on s'en fout. Pour le
chez nous, on s'en fout. Cassez tout chez nous, on s'en fout. Brûlez tout chez nous, oh, vous êtes chez vous aussi, on s'en fout. Cassez tout chez nous, on s'en fout. Brûlez tout chez nous, on s'en fout. Brûlez tout chez nous, oh, vous êtes chez vous aussi. Il est riche, il n'a pas de problème, le pouvoir va le tuer. Il est phobie à tous les pétants, il prend problème pour charger, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Quand on le veut, il y a plein de candidats qui sont opposés. Quand on le veut. Il y a deux suites, soit une suite militaire ou soit politique. Donc si le politique est en ce moment en train de battre son plein pour qu'on trouve une solution là, bon, nous ne faisons que dire merci et encourager les acteurs. Autant on dit solution politique, solution militaire, mais autant aussi Gbagbo il y a deux choix, soit mourir, soit partir. Markoussi a été clair. Il s'agissait d'arracher les pouvoirs à Gbagbo pour les donner à un gouvernement de réconciliation nationale. Nous avons connu le parti unique. Nous avons connu les emprisonnements arbitraires. Nous avons connu le coup d'État. Nous avons connu la guerre civile. Tout cela a échoué. Il ne nous reste que la résurrection, c'est-à-dire la démocratie. Il ne nous reste plus que ça. C'est ça seulement que les gens ne veulent pas essayer. Contre le coup d'État constitutionnel à Markoussi, la jeunesse manifeste le 2 octobre 2003 sur la place de la République. Artiste épris de justice, caméra au point, j'ai accompagné durant ces jours de braise des milliers de jeunes Ivoiriens déterminés à défendre leur souveraineté.
Merci de venir soutenir cette action. Ici. La force des armes. Et nous, jeunes gens, qui avons foi aux valeurs démocratiques, on est choqués. Très choqués, parce que c'est quand vous nous apprenez, et c'est quand vous faites, il y a un fossé, il y a un hiatus, il y a une différence totale. C'est méchant. Chers amis, je vous pose la question. Ce sont tous les Français qui aiment Jacques Chirac? Non. Ce sont tous les Français qui aiment Jacques Chirac? Non. Chers amis, Jacques Chirac n'est pas aimé de tous les Français, mais il est le président des Français. Vous n'avez pas encore vu ce qu'on appelle une rébellion. Pour le moment, c'est un combat entre des partisans rebelles et l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Nous là, on n'est pas encore entré en ligne de jeu, comme on vous les gars pour le moment. Voilà. On dit, ce sont quelques égarés. Même quand les rebelles attaquent l'armée française, ce sont des égarés. Quand l'armée régulière réagit pour récupérer sa ville, ils ont violé les forces de feu, ils ont tué des civils. Quand on fait un combat là, c'est pas pour les qui meurent, c'est les hommes qui meurent. Alors. C'est un menteur. Lui, de Villepin, Jacques Chirac, assis de tuer Gbagbo là. Nous, ils vont nous tuer, nous les 16 millions Ivoiriens là. Ils vont nous tuer. La décolonisation a commencé. La décolonisation a commencé. La décolonisation a commencé. Nous allons libérer l'Afrique. Nous aurons notre indépendance économique, politique et culturelle. Amen. En février, les femmes manifestent contre les accords de Marcoussis. Aujourd'hui, nous savons exactement qui sont nos ennemis. Nos ennemis ne sont pas les Français qui vivent en Côte d'Ivoire, avec qui nous vivons en bonne intelligence. Nos ennemis, c'est le gouvernement français à la tête de qui? M. Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Ce sont ceux-là qui soutiennent les rebelles. Et nous pensons même qu'ils sont bien au courant de tout ce qui se passe, puisque depuis le début de la crise, les Ivoiriens, particulièrement les Ivoiriens, n'ont pas cessé de dire que la France était avec les rebelles. Aujourd'hui, avec les accords de Marcoussis qui ont été trahis par les recommandations de l'avenue Kléber, nous savons tous que les autorités françaises soutiennent les rebelles.
Les raisons, elles sont multiples. Il faut citer d'abord des raisons économiques, puisque la France veut sauvegarder ses intérêts en Côte d'Ivoire. Et la France pense qu'avec un président aussi indépendant, aussi nationaliste que Laurent Gbagbo, qui a mis en œuvre plusieurs politiques de bien-être de la population ivoirienne, la distribution gratuite des ouvrages scolaires, l'annulation des uniformes à l'école, l'assurance maladie universelle, la décentralisation qui va permettre à chaque département de la Côte d'Ivoire de se prendre en charge et réduire ainsi les disparités régionales. Donc tous ces programmes-là qui sont mis en œuvre pour le bien-être des populations, aujourd'hui, la libéralisation, s'il vous plaît, de la filière café-cacao, qui a permis aux planteurs d'avoir aujourd'hui des milliards dans leur compte. Vous avez vu, le 1er février, les planteurs ont promis 1000 milliards au président Laurent Gbagbo. Vous dites que nous ne voulons pas les 270 milliards de l'Union européenne parce que nous ne savons quoi en faire. La Côte d'Ivoire est un pays riche. La Côte d'Ivoire est un pays solide. Si nous-mêmes, nous savons gérer, nous gérons bien nos ressources propres, nous n'avons pas besoin de tendre les mains. Nous ne voulons plus tendre la main à l'Europe. Nous ne voulons plus tendre la main à la France. Nous voulons une indépendance totale. De toutes les façons, les accords de Marcoussis ont été pris dans une ambiance de violence morale. Le décret nommant le Premier ministre a été signé dans une ambiance de violence morale. Par conséquent, ces accords et ces décrets sont nuls et non applicables. C'est la vérité. Les personnes handicapées protestent contre les accords de Marcoussis. Gbagbo, pour toi, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent jusqu'à la libération totale de la Côte d'Ivoire. Les travailleurs aussi, dans leur ensemble, rejettent les accords de Marcoussis. Nous sommes là tous, les mains nues. Les travailleurs disent à la France qu'ils s'étonnent et qu'ils ne comprennent pas sa position depuis le début de la crise. Mais pourquoi rejetons-nous les accords de Marcoussis? Parce que ces accords sont fondamentalement contre la liberté et contre la démocratie. Parce que ces accords consacrent la force brutale au droit et à la liberté. Je vais m'adresser à Chirac. Je suis Mangaé Basile. Et je dis ceci à Chirac. Pendant les élections présidentielles en France, Chirac, tu as eu que 19%. Tu as eu que 19%. Alors, tu veux que Gbagbo change son gouvernement? Si tu veux, nous sommes d'accord, mais à condition. Il faut prendre Le Pen comme ton premier ministre. Il faut prendre Le Pen comme ton premier ministre. Il faut prendre Ben Laden comme ton ministre de l'Intérieur. Il faut prendre Ben Laden comme ton ministre de l'Intérieur. Le président demande d'accepter Marcoussis. Je vous invite, mes chers compatriotes, à accepter l'esprit de l'accord de Marcoussis et donc le texte de l'accord de Marcoussis comme base du travail. Gardons le soutien de la communauté internationale. Elle me pousse à aller vers un compromis. Je fais ce compromis. C'est pour vous que j'ai fait ce compromis. Je vous présente pour ceux qui ne le connaissent pas
M. Jody Diarra. Voilà. Très bientôt, je crois que vous aurez la physionomie du nouveau gouvernement et vous aurez la physionomie de chaque porteur de portefeuille. En application des accords de Linas Marcoussi, M. Seydou Diarra, nommé Premier ministre, est accompagné de M. Guillaume Soro, leader de la rébellion, désormais ministre de la Communication. Je suis venu rencontrer le président dans le cadre normal de l'exercice de ma fonction en tant que ministre de la Communication. Donc j'ai eu une séance de travail avec le président de la République. Globalement, nous avons évoqué donc le processus de réconciliation lui-même et nous avons tous démontré et affirmé notre attachement à ce que le processus de réconciliation nationale puisse aller de l'avant. Extrait du message à la nation du président Laurent Gbagbo le dimanche 7 novembre 2004. Les rebelles refusent d'entendre raison. Que fallait-il faire? La Côte d'Ivoire ne doit pas s'arrêter. Il fallait réagir. J'ai donc décidé d'agir pour libérer le pays et pour restaurer son unité. Le samedi 6 novembre 2004, les forces ivoiriennes de défense et de sécurité étaient à leur dernière frappe aérienne sur les cibles militaires de la rébellion à Bouaké. L'objectif était d'obtenir la libération de la ville de Bouaké et la réunification de la Côte d'Ivoire. C'est à ce moment précis que les autorités militaires françaises ont annoncé qu'une bombe tombée sur leur cantonnement à Bouaké aurait causé la mort de 9 personnes, dont 8 militaires français et un civil américain. À la suite de cet incident, les forces françaises de l'opération Licorne ont entrepris de détruire tous les aéronefs des forces armées ivoiriennes. L'annonce dans la soirée de ces faits par les médias français a provoqué la colère des populations qui sont descendues massivement dans les rues et à l'aéroport d'Abidjan, croyant que ces attaques de l'armée française visaient la déstabilisation de la Côte d'Ivoire et la chute du président Laurent Gbagbo. J'exhorte les populations au calme. Je les invite à ne pas céder à la provocation et je demande à tous les manifestants de regagner leur domicile. Je ne vous demande pas d'aller attaquer les pauvres Français qui sont chez eux à la maison et qui n'ont certainement rien à voir avec cette situation. Je vous demande maintenant, si vous dormez, réveillez-vous. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Levez-vous maintenant. Allez libérer l'aéroport de Côte d'Ivoire. Une question se pose à nous maintenant au stade où nous sommes. Mourir dans la honte ou mourir dans la dignité? Êtes-vous prêt à mourir dans la honte ou dans la dignité, camarades? Ah, dignité! Vous avez bien dit dans la dignité! Tous à l'aéroport, tous au 43e dimanche, ne dormez plus, laissez les bus, tous dans les rues. J'appelle dès maintenant à une résistance populaire pour libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un quartier de Paris. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous avons le destin de la Côte d'Ivoire. Les manifestants commencent à défiler sous nos fenêtres. Les jeunes patriotes sont les principaux soutiens du président ivoirien Laurent Gbagbo. Ils empruntent l'un des ponts qui enjambent la lagune, le pont Charles de Gaulle. Ce pont mène à la principale base militaire française, le 43e BIMA, et à l'aéroport international d'Abidjan. Les manifestants viennent des quartiers populaires du Nord, Yopougon, Adjamé. Les deux ponts, Charles de Gaulle et Houphouët-Boigny, sont les deux seuls accès vers le sud de la ville et la base militaire française. Il est 11 h du soir. Du toit de notre hôtel, nous entendons des hélicoptères arriver. Depuis le ciel, des hélicoptères de l'armée française tirent sur les manifestants des civils. Balles traçantes, grenades assourdissantes et rafales de mitrailleuses. Panique dans la foule, les manifestants refluent. Quelques minutes plus tard, ils repartent dans l'autre sens.
Les hélicoptères français tirent à nouveau pour couper l'accès à la base du 43e BIMA. Même les manifestants isolés sont pris pour cible. Les rares voitures qui se dirigent vers le sud de la ville sont tirées à vue. Celles-ci en réchappent. Les deux suivantes auront moins de chance. Les hélicoptères français effectuent une trentaine de passages. Pendant les 4 heures qu'a duré l'attaque, nous n'avons pas vu un seul manifestant tirer un coup de feu. Le calme revient vers 3h30 du matin. En plus des attaques aériennes sur les ponts, il y a eu cette nuit-là des affrontements directs entre Français et Ivoiriens devant le 43e BIMA et à l'aéroport d'Abidjan. Nous étions à la maison à Bobo lorsque nous avons entendu l'appel du sursaut national. Et c'est dans ce sens que moi et mes amis d'Abobo, nous avons décidé de nous rendre au Port. Et sur notre parcours, arrivé sur le pont, juste à l'entrée de Trécheville, il y avait un hélico en l'air qui tirait. Ce ne sont pas, des gens diront que ce ne sont pas des balles, mais ce sont des vraies balles. Nous avons vu des gens tomber sur le champ à côté de nous. 3 jeunes filles qui ont reçu directement ces balles dans la tête qui sont tombées. C'est une question de chance que j'ai eue pour être ici actuellement. À l'heure où je vous parle, la mobilisation continue, les gens continuent de partir, mais l'armée française tire sans considérer que ces personnes-là sont des hommes. C'est ce qui m'écoeure. Depuis 22 heures, nous étions sur le pont général de Gaulle. C'est après l'appel du général de l'Alliance, Blé Goudé, que nous sommes sortis massivement pour aller vers l'aéroport national pour libérer notre aéroport. Et c'est ainsi que nous avons été barrés par l'armée française. Et l'armée française a laissé des tornades, des pluies d'armes. Et voici la cartouche ici. Donc on a pris les 2 corps de nos camarades depuis au petit matin. Nous étions avec eux et nous avons décidé de les transporter à l'ambassade de France pour montrer à l'opinion internationale et nationale que les civils en même nuit, même les civils en même nuit, l'armée française attaque les civils de Côte d'Ivoire. Ils ont dégaillé depuis hier la guerre à la Côte d'Ivoire.